Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 14e épisode de Arsenal French Monday. J'espère que vous avez tous passé un super week-end. Nous en tout cas on a passé un très bon dimanche, je pense que comme vous tous ici. J'ai avec moi ce soir de la team AFC Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et vous? Super. Et Arturo, salut Arturo, comment ça va? Salut, ça va très bien et vous? Bah écoute, je pense que ça peut que aller face à une victoire 5-0. Donc, on va rapidement aborder le sommaire de ce soir. Donc, en première partie, on va revenir donc sur la victoire 5-0 de nos Gunners face à Nottingham Forest. Ensuite, on va aborder en deuxième partie la rentrée flamboyante de Reiss Nelson, qui a marqué 2 buts et délivré une passe décisive un petit peu contre toute attente. Donc, on va revenir sur son cas en détail au fur et à mesure en deuxième partie d'émission. Après, sa performance a mis en avant, enfin, a été, euh, a été permise grâce à cause de la blessure de Bukayo Saka, qui est sorti donc sur blessure et qui était remplacé par Reiss Nelson. Donc, on abordera aussi cette blessure qui inquiète un petit peu et qui tire un petit peu la sonnette d'alarme sur l'état général et la forme physique des joueurs. Et en fin de live, on reviendra donc sur la défaite. Qui fait un petit peu tâche face au PSV en Europa League. On se demandera si c'est vraiment inquiétant pour la suite, quelles sont les questions à se poser et qu'est-ce qu'il va falloir remettre en route en Europa League pour que les Gunners avancent correctement dans dans cette compétition. Donc on va revenir première partie, l'Emirates en fait. Les Gunners se sont imposés 5 buts à 0 face à Nottingham, notamment grâce à un festival offensif en deuxième période. Je vais me tourner vers toi, Thomas, hein, en premier. Qu'est-ce que tu as pensé du match, notamment l'attaque en folie des Gunners? Je pense que, comme tout le monde, tu étais très heureux hier à la fin du match. Ouais, et même pas à la fin, même dès le début, parce que c'est parti assez vite quand même dans le match. Et puis ouais, il fallait vite qu'on se rassure, il fallait vite qu'on prenne du plaisir à faire ce match, quoi. Parce qu'on a vu, notamment le week-end dernier, Liverpool souffrir le martyre contre eux, et notamment leur gardien, Dean Anderson, qui a fait un sacré match. Donc moi Mm. j'avais un peu peur aussi qu'on se retrouve face à un bloc impassable, qu'on perde de confiance et que ça soit un match compliqué. Finalement grâce à Saka et Martinelli, tout de suite, ça a ouvert des portes et puis ensuite, c'était le boulevard avec pas mal de jolis buts. En Nelson, on va en reparler, mais on a retrouvé, je dirais, comment dire, le 11 de départ, quasiment le 11 de départ, hyper affûté, qui se connaît bien, qui a des automatismes, et du coup, c'était hyper plaisant à voir. Et en face, ils ont vraiment pas vu le jour, quoi. Ouais, on rappelle un petit peu le déroulé du match. Donc Martinelli a ouvert le score à la 5e minute sur un centre de Bukayo Saka. Et c'est en seconde période où les choses sont un petit peu enflammées avec doublé de Nelson, pardon, en 3 minutes avec une passe décisive pour une grosse frappe de Partey pour le 4-0. Et enfin Odegaard qui conclut magnifiquement le match sur une super frappe aussi à 78e minute. Ouais. Toi Arturo, qu'est-ce que tu as pensé de ce match et est-ce qu'il te rassure un petit peu un petit peu à la baisse de forme entre guillemets d'Arsenal? Dans un sens, oui et non, parce qu'au final, on a vu que sur la première mi-temps, c'est toujours les mêmes problèmes. On marque très rapidement et par la suite, on a du mal à se mettre à l'abri. S'il n'y a pas cette deuxième période où on marque des buts, il y a quand même la fin de première période où voilà, il y a un sauvetage, une excuse qui, du coup, on n'est pas égalisé voilà, juste avant la mi-temps. Donc, il y a eu beaucoup du mieux sur la deuxième mi-temps. Après, ça va mettre, je pense, en relief avec la faible prestation de Nottingham Forest. Euh, Quand tu regardes quand même les buts, sur le premier et le deuxième, on voit que la défense de Nottingham elle est complètement amorphe. Et c'est ce qui nous permet de marquer tous ces buts. Mais
Mais c'est à voir, ça a confirmé en fait, je pense, pour les prochains matchs. Ouais, c'est vrai que tu fais bien de parler de cette fin de première mi-temps où on a été un petit peu alerté, on va dire, par Nottingham Forest. On va revoir les attacking threats d'Arsenal sur ce match. En fait, on voit notamment en deuxième mi-temps, on a été extrêmement présent et extrêmement agressif. Mais on a ce moment en fin de première période où on pensait que Nottingham allait limite revenir au score, notamment à cause de la boulette de Gabriel qui remet plein axe et si Ben White s'arrache pas, Ouais. le ballon est au fond. Donc, il aurait pu faire un but partout. Et comme tu l'as dit, Thomas, ils ont très bien tenu le choc face à Liverpool la semaine dernière où ils ont gagné 1-0. Ils ont encaissé ils ont subi toute la période, mais au final, tout le match. Et au final, ils ont réussi à remporter les 3 points. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, Thomas, que ce match aurait pu prendre une toute autre tournure? Parce que, par exemple, moi, je pense que à la fin de la première mi-temps, jamais je pense qu'on va gagner ce match 5-0 parce qu'on commence limite à le subir. Ouais. Toi, je sais pas ce que tu en as pensé, Thomas. Est-ce que tu étais rassuré à la fin de cette première mi-temps et t'as Ouais. vécu ce petit pic de Nottingham Forest? Bah, c'est vrai que, je sais plus, je crois que j'avais lu un article en plus à ce moment-là, genre une semaine avant, et ils expliquaient notamment qu'Arsenal était vraiment en difficulté dès qu'il menait à la marque. Hmm. En gros, dès qu'on marquait, on se laissait un peu aller, on faisait des fautes un peu bêtes, on donnait des buts, et je suis resté un peu là-dessus, et je me suis dit, quand j'ai vu la passe de Gabriel, je me suis dit, mais c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment, ils ont rien du tout, et on leur donne des cadeaux, et malheureusement, et ça m'embête, mais Gabriel, c'est souvent lui qui fait ce genre de boulettes-là. C'est assez perturbant parce qu'il peut être hyper costaud sur certains matchs, dangereux en attaque et tout ça, et faire des boulettes. Mais alors là, ça relance plein axe. J'avais l'impression de voir Pablo Mari. Enfin, Hmm. on pense à lui, à Pablo Mari, mais franchement, c'était vraiment une relance catastrophe. Enfin, vraiment. Et puis en plus, il engueule ses partenaires juste après. Donc là, vraiment, t'as envie de lui dire non, non. Et c'est Ben White qui fait un super sauvetage parce que Ramsdale n'était pas dessus hein, sur la frappe. Ouais, Je sais plus qui c'est qui était. C'est Solanki, je crois, qui était dessus, mais qui frappe à ce moment-là. Mais comment? c'est Lingard qui frappe. Ah, c'est Lingard qui frappe, ouais. Ouais. Je savais même pas que Lingard y jouait, tu vois, tellement il a été fantomatique. Non, non, ouais. En tout cas, c'est vrai que c'était dangereux. Même Ramsdale a été assez vigilant. Le peu de travail qu'il a eu, il était assez vigilant. Donc, non, non, franchement, ouais, c'était encore un cadeau offert par la maison Arsenal. Et toi, Arturo, on parle de Gabriel, bon, on va mettre les pieds dedans. Qu'est-ce que tu as pensé de on va dire, de cette grosse friade que Gabriel nous a fait en fin de première mi-temps? Est-ce que tu penses que ça aurait on aurait pu se retrouver en difficulté? Et est-ce que tu penses que Nottingham aurait pu vraiment accrocher le nul suite à cette erreur? Bah, après, voilà, enfin, Gabriel, ça commence à faire chaque match, il y a quand même une petite erreur. Là, Hmm. voilà, on a de la chance que ça ne nous coûte pas un but. Après, je pense que si on était à un partout à la mi-temps, je pense qu'en deuxième mi-temps, on aurait quand même euh, remarqué derrière, mais je pense pas qu'on aurait eu un score aussi fleuve. Hmm. Je pense qu'il y aurait eu bah, voilà, la pression, le but juste avant la mi-temps. Ouais. Mm. Euh, donc je pense que si Arteta aurait pas eu le même discours à la mi-temps, euh, et tout ça fait que bah, voilà, on arrive à 5-0. Mais oui, effectivement, je pense que si on était rentré à un partout à la mi-temps, le score aurait été largement plus serré parce qu'on aurait été sous pression. Et, euh, et moi, j'aurais bien aimé voir, bah, à la fin du match, il sort Saliba, mais j'aurais bien aimé voir l'association Ben White-Saliba en défense. Hmm. Ça permettrait des fois bah, voilà, de savoir si les deux ils sont complémentaires et arriver à jouer avec, pour potentiellement, bah, pourquoi pas, si Gabriel continue à faire autant d'erreurs, bah, il va se placer lui un ou deux matchs pour lui montrer que voilà, faut qu'il arrête
ces erreurs-là qui peuvent nous coûter des buts. Ouais, Ouais. par rapport au coaching, tout ça, on reviendra dessus, notamment sur le coaching d'Arteta hier, on reviendra dessus en troisième partie par rapport à la blessure de Bukayo Saka. Il y a Sirepta dans le chat qui nous dit gros match des Gunners hier soir, première mi-temps maîtrisée, on devait mener 3-0. Je repense au sauvetage sur la ligne de Lodi et le raté de Jesus. Alors c'est vrai que Jesus, il a pas marqué encore une fois hier, parce on l'attendait beaucoup. Jesus, c'est vrai que il commence déjà à recevoir des petites critiques comme quoi il marque pas assez, comme quoi il est pas assez décisif, notamment en termes de but. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Arteta, hier, à la fin du match, il a déclaré qu'il était quand même, selon lui, impliqué indirectement, mais il était impliqué sur les 5 buts. Toi, est-ce que ça te gêne que Gabriel Jesus ne marque pas de but? Bah, franchement, vu la capacité qu'il a à faire marquer, je trouve pas. Parce que aujourd'hui, on le voit, on a une attaque flamboyante. Lui a des occasions. Certes, voilà, il a quelques passages un peu plus compliqués. On l'a vu aussi en pré-saison et en tout début de saison, planter quasiment tout ce qui frappait. Enfin, il était hyper décisif. Donc voilà, ça fait partie aussi des phases des attaquants. Il y a toujours des périodes un peu plus compliquées. Mais on va dire que même lui, quand il a des phases un peu plus compliquées, il offre à chaque fois. Là, il a mis 2 passes décisives et quasiment 3 passes décisives sur la frappe de Reiss Nelson, sur le premier, je crois, où il met la feinte et il frappe. Donc voilà, Hmm. en plus c'est vraiment un beau cadeau qui lui sert. Donc je veux dire, à partir du moment où même s'il marque pas, il offre, bah pour moi ça compense. Après, je pense que les gens comparent aussi parce qu'on est en concurrence avec Manchester City, qu'il y a Haaland voilà, qui est stratosphérique et voilà, mais on peut pas le comparer à un joueur de ce style-là. Après, Gabriel Jesus, on l'a aussi recruté pas forcément sur cet aspect-là. On l'a recruté pour sa capacité à jouer en équipe, à faire du team play, à jouer en passe, etc. Donc on n'a pas recruté un top scoreur, un mec qui peut marquer 25-30 buts. C'est Thierry Henry qui parlait de ça, qui disait voilà, il est pas, on n'attend pas ça de lui. Par contre, il est en capacité de faire marquer, et je pense 10-15 buts dans la saison facile à Martinelli et Saka. Et ça, c'est aussi intéressant, parce que ça offre aussi aux défenses adverses plus de difficultés, parce qu'il va falloir défendre sur 3 gars qui sont en capacité de mettre 10-15 buts dans la saison. C'était un peu, moi je me souviens, c'était un peu le rêve de Wenger avec Giroud, qui a jamais marqué 30 buts, mais par contre qui offrait régulièrement des ballons, qui était hyper intéressant en pivot. Enfin voilà, il est impressionnant quand même, Jesus dans la surface. Il est hyper dangereux, il prend de la place et il distribue quoi. Il y a Jazz 29-22 qui nous dit ceux qui le critiquent sont simplement des abrutis. Désolé, mais ça doit être les mêmes qui voulaient débarquer Arteta. On va pas commencer à insulter les gens d'abrutis sur ce sur ce live. Mais c'est vrai on rappelle les stats de Gabriel Jesus, c'est 5 buts et 5 passes décisives, ce qui est en 12 matchs de Première Ligue, ce qui est loin d'être ridicule. Toi, Arturo, qu'est-ce que tu as pensé de son match hier? Et j'ai envie de savoir aussi ton avis, un peu comme Thomas. Est-ce que toi, ça te dérange que Gabriel Jesus ne marque pas, par exemple, 15, 17 buts déjà comme Erling Haaland? Alors non, ouais, comme Thomas disait, on l'a pas recruté voilà, pour que ce soit le top scorer de Première Ligue. Euh, et après, voilà, sur un match comme hier, bah, effectivement, il est très présent, il nous permet d'en sortir des ballons, sur des longs dégagements, Mm. il frôle et ça nous permet de garder la balle bah, dans le camp adverse. Et oui, il fait marquer ses coéquipiers. Après, je pense que sur la saison, il faudra aussi qu'à un moment qu'on puisse compter sur lui, qu'on puisse compter sur ses buts. Parce que voilà, hier, c'était un match où bah, les autres ont pu marquer. Mais on a pu voir sur les matchs d'avant où bah, si Martinelli, Saka arrivent pas, eux, à marquer, on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui, lui, puisse être là pour marquer les buts. Euh, sur les dernières saisons, on avait quand même eu des attaquants qui marquaient pas non plus énormément et on va aussi voilà, recruter pour avoir quelqu'un qui soit aussi tueur devant le but et c'est ce qui manque un peu.
Il y a Sirepta qui nous dit Jesus, meilleur match après celui de Leicester, deux passes décisives, trois normalement si Nelson marque directement. Très solide dans le pressing et un jeu en pivot incroyable. C'est vrai que comme vous l'avez dit, à la base, enfin, on cherchait un numéro 9 qui marque, c'est sûr, mais aussi on cherchait un numéro 9 qui s'implante très bien dans le projet de jeu d'Arteta. Et on le voit quand on regarde les statistiques de nos trois buteurs devant, ils ont tous Saka, Martinelli et Jesus, ils ont tous les trois 5 buts. Hmm. Donc ça fait 15 buts à eux 3, donc on a quand même un trio d'attaque efficace. Moi je sais pas toi Thomas, mais moi ce que j'ai ressenti hier par rapport notamment à Gabriel Martinelli, je trouve qu'il y a une énorme progression si on prend juste le cas de Martinelli dans sa finition, enfin dans la manière qu'il a de finir les actions. Saka pareil. Je pense que les trois se trouvent très très bien et moi je trouve que ça fait je cherche dans ma tête mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un trio en fait aussi compatible Ouais. et aussi homogène. Je sais pas ce que tu en penses mais Ouais, c'est clair. moi j'aime vraiment l'énergie que les trois dégagent en même temps sur le terrain et je trouve qu'ils sont vraiment compatibles. Ouais, je te rejoins. C'est une bonne synergie entre les trois parce que tu sens qu'ils ont un peu la même énergie. Il y avait Gabriel Jesus là qui parlait l'autre jour de l'énergie que Martinelli et que Saka voilà, apportaient au quotidien, qui couraient tout le temps, que c'était inarrêtable, etc. Et bah tu retrouves en fait ce style de jeu là. C'est des gars qui sont à la fois très agressifs offensivement parce qu'ils vont perpétuellement chercher leur vis-à-vis, chercher le 1 contre 1, dribbler dans la surface. Enfin, c'est hyper fatigant aussi pour les défenseurs d'être toujours hyper à l'affût parce que le gars il leur rentre dedans. Mais aussi défensivement, ils viennent toujours chercher leur vis-à-vis, ils sont jamais en retard sur les pressings, etc. Donc, tu as ce côté, la même énergie, la même intensité, la même agressivité, et ça se retrouve un peu, il y a cette énergie commune, et là où je trouvais qu'avant, et je pense qu'on avait tous un peu cette sensation-là, des fois de pas se trouver, ou d'être un peu trop tête dans le guidon, ou même devant le but, des fois être un peu maladroit, bah là tu sens qu'il commence aussi à s'affûter, quoi. Martinelli surtout, moi je trouve qu'il a beaucoup progressé. Offensivement, la tête qu'il met, elle est super. C'est vraiment une tête d'attaquant. Il rentre dans la surface sur le centre de Saka. C'est vraiment un but d'attaquant pour moi. C'est des choses qu'il aurait peut-être pas fait avant. Il est capable justement de compenser une baisse de régime éventuellement de l'un des trois trios. Et puis ça y est, maintenant, sans faire de transition, on a un Thomas Partey qui cadre. Donc ça, c'est Voilà. pour les défenses adverses, c'est horrible quoi. Tu sais que maintenant, derrière, ça frappe, ça cadre. Granit Xhaka, il a marqué aussi, ça fait déjà 2 buts. Thomas Partey, déjà 2 buts. C'est génial ça, franchement, pour la diversité offensive qu'on a, c'est top quoi. Et ouais, une diversité offensive qui peut aussi venir du banc. Et on l'a vu avec Reiss Nelson qui est rentré à la place de Bukayo Saka. Ça me fait la transition sur la deuxième partie. Euh, on va aborder le cas de Reiss Nelson qui a fait une entrée tonitruante. Je vais me tourner vers toi, Arturo. Qu'est-ce que tu as pensé de son entrée, qui était un petit peu timide en première mi-temps? On voyait des gens qui commençaient à dire sur les réseaux. Ouais, Nelson, il est encore timide, il n'est pas encore assez affûté, etc. Deuxième mi-temps, il revient, 8 minutes, 2 buts, une passe D. On s'y attendait pas, mais il a fait, je pense il a vraiment marqué les esprits. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée? Effectivement, comme tu l'as dit, première mi-temps un peu compliqué, mais c'était à l'image de l'ensemble de l'équipe. Voilà, c'est pas parce que voilà, il n'a pas eu beaucoup de ballons, on l'a pas cherché, c'est son entrée aussi. Mais voilà, l'équipe globalement n'était pas à 100% en attaque et plus voilà à défendre aussi. Et voilà, quand l'ensemble de l'équipe en début de deuxième mi-temps a commencé à réattaquer, il s'est montré. Après, pour moi, sur les buts, il a quand même, c'est pas de la chance, mais voilà, c'est toujours cette pauvreté de la défense de Nottingham. Le premier but, il y a quand même le gardien sur la frappe, qui relâche le ballon et qui lui remet complètement dessus. Après, voilà, il a juste à mieux la placer. Sur le deuxième but, euh, on est quand même sur un manque d'agressivité sur le défenseur, qui vient pas prendre le ballon à haute garde.
qui le laisse jouer et faire la passe. Mais après, voilà, c'est à voir sur un match où il y a un peu plus d'enjeu, un peu plus Ouais. de difficultés défensives. Si là, il peut step up comme on peut attendre sur les remplaçants pour pouvoir faire souffler un peu Saka aussi quand il y a besoin. Enfin, c'est vrai qu'on le rappelle, Nottingham est lanterne rouge de Première Ligue. C'est sûr qu'on va attendre, avant de s'enflammer sur le cas d'Aris Nelson, on va bien sûr attendre des adversaires un petit peu plus coriaces, on va dire, puisque on était quand même un niveau d'intensité et d'envie assez avec assez énorme entre les deux équipes hier, notamment en deuxième période. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du match de la rentrée de Nelson? Bah moi franchement j'avais en tête le Reiss Nelson donc bah, petit souvenir de quand il jouait chez nous, un peu timide, qui joue en Europa, mais voilà, qui joue parfois un peu en dilettante, un peu suffisant, voilà. On l'a vu l'année dernière avec Feyenoord là faire une super saison. Franchement, moi je me disais wow, j'ai pas l'impression que c'est le même qu'on avait à la maison. Hmm. Voilà, hyper affûté, hyper agressif, très bon techniquement, et puis offensivement, il faisait toujours les bons choix, quoi. Donc après, tu te dis, bon, c'est un peu scéléré dévisé. Bon, là, ils ont fait un beau parcours en Conference League. C'était en Conference League qu'ils étaient, je crois, avec Marseille et tout ça. Mais bon, tu te dis, la première ligue, ça va être compliqué. Et finalement, son entrée, moi, je la trouve pleine d'assurance. Donc, le gars, tu vois vraiment qu'il a confiance, alors que Hmm. je m'attendais pas à ce qu'il revienne avec autant de confiance en lui, même tout ce qu'il a tenté, les petits gestes techniques à droite à gauche. Tu te dis ah ouais quand même, on dirait pas que c'est son premier match depuis le début de saison quoi, quasiment. Donc non non, franchement surpris et puis surtout décisif quoi. Il prenait sa chance, il est hyper bien placé sur la passe de Jesus là, sur le petit centre juste la déviation devant le but là. Il est hyper bien placé, il vient vraiment se positionner là où il faut. Donc c'est vraiment le sens du but. Et puis sur l'autre techniquement, il est hyper propre. Franchement, non, impressionné, vraiment impressionné. Et c'est hyper rassurant pour la suite parce que vraiment derrière Saka, il y a un gars qui est capable d'être dangereux, quoi, vraiment. Ouais, c'est marrant parce que je me souviens de quand on était allé enfin, quand j'étais allé à l'Emirates l'année dernière, j'avais parlé avec un Anglais qui disait que j'avais posé la question par rapport à Rest Nelson et il m'avait dit que selon lui, en fait, il n'avait pas saisi sa chance en fait et que malgré il a eu beaucoup d'opportunités et il n'avait pas su les saisir et que quand tu es attaquant et lié à Arsenal, il fallait marquer des buts, marquer des passes. Hmm. Et c'est ce qu'il a fait hier. Et je pense que, comme tu dis, Thomas, son prêt au PSV a été super important pour lui. Il avait dit dans une interview d'ailleurs que tactiquement, ça l'avait fait énormément mûrir. Hmm. Même on le voit hier dans son envie et tout, Ouais. euh, il y a rien à voir. Rien à voir avec ses premiers pas chez nous. Et est-ce que selon toi, Arturo, tu penses que, par exemple, moi j'étais très surpris de le voir entrer hier. Je pensais vraiment que ça allait être Marquinhos, moi. Je pensais que dans la hiérarchie, c'était plutôt un Saka, Marquinhos, avec un Nelson plutôt sur le côté gauche. Je sais pas si toi, tu t'attendais à ce que Nelson y remplace Saka. Et Euh, est-ce que tu penses que dans le futur, il peut servir de backup un petit peu plus régulier à Saka, vu que d'ailleurs il s'est blessé. Est-ce que tu penses qu'il pourrait tenir ce rôle dans de gros matchs, par exemple, face à Chelsea qui arrive? Déjà, mon remplacement, non, je m'attendais pas que ça soit lui. Je m'attendais pas non plus que ça soit Marquinhos. Je crois qu'il était pas très bien les jours précédents le match. Moi, je voyais plutôt soit Vieira ou Nketiah rentrer à la place. Euh, mais effectivement, après, voilà, il est rentré en début de première mi-temps un peu timide, mais voilà, il a fait son match. Euh, Après, je pense, comme on a pu voir, là, ce qui va nous attendre en janvier, si on joue sur plusieurs tableaux, que ce soit la Première Ligue ou la Ligue Europa, il y a quand même de sacrés clubs qui vont descendre de Ligue des Champions. Euh, et je pense pas que Nielsen puisse, il peut être voilà un remplacement de Saka sur une fin de match.
mais Mm. je le vois pas forcément enchaîner les matchs, des grosses prestations contre des gros clubs. Alors, c'est ce qui va Mm. nous attendre en janvier. Donc, je pense que voilà, sur ce côté-là, on est quand même encore un peu en manque bah, de largeur de banc. Mm. Euh, voilà, il peut faire souffler Saka sur une fin de match ou sur un match contre une équipe un peu plus faible, mais on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui sera plus consistant et constant dans ses performances. Donc il y a Ibrahim Zik qui nous dit sur le chat, excellent le petit, il a eu aussi beaucoup de blessures. Alors c'est vrai qu'il sort d'une blessure de mois et même avant ça, c'est vrai qu'il a pas été il a pas été épargné il a pas été épargné par les blessures, c'est vrai. Mais j'espère que après comme Arturo le dit, je le vois pas non plus comme un titulaire au sein de notre équipe, mais je pense qu'il pourrait faire énormément de bien en sortie de banc. En tout cas, on espère le voir un petit peu plus au cours de la saison et voir s'il peut être décisif face à des grosses équipes. Il y a Sirepta qui nous dit il faut donner du crédit à Arteta pour Nelson. J'étais derrière le banc hier et en première mi-temps, il a plusieurs fois repris Nelson sur son placement car il empêchait White de monter. Ensuite, sur la deuxième mi-temps, ça a totalement changé. On a vu qu'il a pris confiance et son placement a été décisif. Ouais, c'est vrai que je pense que Arteta a joué un gros rôle aussi tactiquement à la mi-temps. Je pense il a aussi remis certaines choses en place. Mais c'est sûr que Nelson, tactiquement, il a fait des progrès et Arteta, je pense que c'est un super coach pour ça, pour donner des petits conseils tactiques aux joueurs à des moments précis du match. Et Il y a... puis, Ouais, vas-y Thomas. Tu voulais. non, et puis déjà, t'es très très chanceux si Repta d'avoir été derrière le banc hier. Et j'imagine que t'étais à l'Emirates, donc franchement, ça devait être un gros gros kiff. En tout cas, un très bon après-midi pour toi. Ça devait être très sympa. Mais ouais, en plus, Arteta, il coachait notamment les attaquants à City. Donc, en termes de positionnement, de placement, de stratégie, je pense qu'il a vraiment une vue très, très technique et très spécifique sur nos attaquants. Et je pense que ça peut aider vraiment des jeunes comme lui à se développer et à prendre rapidement leur marque parce qu'il reste encore hyper jeune, hein, il a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc il a encore plein de choses à apprendre et il faut qu'il rentre aussi dans un collectif qui Ouais, c'est malheureusement s'est développé sans lui quoi. Avec sa blessure, il n'a pas été aussi présent euh, que les autres quoi depuis le début de saison forcément. Il y a Rosiski 007 qui nous dit je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment peur que chacun à partir se blesse vu le calendrier qui arrive. Il manque un vrai backup. Il reste 4 matchs avant la Coupe du Monde, nous dit Ibrahim. Ça va le faire. Ça va nous faire la transition sur la troisième partie, donc sur la blessure de Bukayo Saka et sur un petit peu le coaching d'Arteta sur ses derniers matchs et notamment hier soir. On a vu qu'Arteta, donc Bukayo Saka s'est blessé. On redoutait un petit peu cette blessure parce que ça fait plusieurs matchs qu'on dit faire attention à Bukayo Saka. Des fois, il boite, Arteta le laisse. Euh, Après, le joueur demande pas à sortir non plus, mais on se demande des fois si Arteta met pas un petit peu en danger ses joueurs. Donc critique auquel il avait répondu en conférence de presse quelques temps après. Si mes joueurs ils veulent devenir des top joueurs, ils doivent jouer 70 matchs par saison. J'ai joué avec des joueurs, je sais comment ça se passe. Il faut jouer 70 matchs si tu veux vraiment devenir un champion. Euh, Toi, Thomas, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de cette approche-là, notamment au niveau de la rotation des joueurs. Ça aurait pu être plus grave. Je pense pas que c'est grave. On n'a pas de nouvelles précises sur la blessure de Bukayo. Mais je voulais savoir déjà si toi, ça t'inquiétait un peu, si c'était pour toi un petit peu, ça tirait la sonnette d'alarme, et si on avait besoin de faire un petit peu plus de turnover, notamment en Europa League ou notamment en fin de match. Bah,
c'est vrai que enfin, je me pose toujours la question aussi, en fait, de la part de la décision de l'entraîneur aussi dans ces moments-là, parce que j'imagine aussi que, bah, peut-être un truc tout con, hein, mais il y a le renouvellement de contrat de Saka qui est en cours, que je pense que Arteta lui fait confiance et lui demande beaucoup son avis aussi sur, quand même sur son état, s'il souhaite jouer, si voilà, si vraiment je pense que Saka disait je peux pas jouer, je suis cramé, je pense pas non plus qu'il le forcerait, enfin je pense pas qu'il irait jusque là, sachant qu'il est hyper précieux pour l'équipe, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de commun accord, parce que Saka c'est pas, ça reste quand même la pépite du club ou l'une des pépites du club, mais en tout cas c'est l'enfant du club aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y a une forme quand même de décision, l'un et l'autre. Après, les blessures, ça fait partie de son jeu parce que voilà, il est hyper explosif, parce qu'il enchaîne les matchs et parce qu'il prend des risques, il prend des coups. Ça fait partie de ces joueurs qui voilà qui percutent. Mm. C'est frustrant en Europa parce que voilà, mais en même temps, tu te dis bah faut quand même, on va en parler tout à l'heure, mais dès qu'on n'a pas l'équipe type, on sent bien que c'est pas du tout la même chose offensivement et que bah, si on n'est pas premier du groupe ou si on n'assure pas vraiment les premières places en Europa League, bah, on peut se taper le Barça, la Juve ou l'Atlético en 16e. Bah, tu te dis bah faut quand même pas que je fasse trop tourner. Donc je sais pas, je suis un peu partagé là-dessus, j'avoue, sur le turnover. Ce que je trouve regrettable, c'est que bah on n'a pas tant de backup que ça, quoi. Martinelli, il n'y a plus Smith Rowe. Là, il y a heureusement il retour de Reece Nelson et heureusement il performe. Mais clairement, on comprend pourquoi on était sur Rafinha, on était sur Modric, sur Neto pendant l'été, parce qu'on voit bien que derrière c'est quand même léger, quoi. Toi, Arturo, la blessure de Saka, est-ce qu'elle t'inquiète? Est-ce que pour toi c'est préjudiciable pour la suite de la saison? Et comment tu vois un petit peu le turnover d'Arteta au fil des matchs? Est-ce que tu penses qu'il a raison de tirer vraiment sur les joueurs et de garder un 11, le même 11 à tous les matchs? Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, ouais, je pense qu'en première ligue, c'est toujours bien d'avoir toujours à peu près le même 11, bah voilà, pour que les joueurs ils puissent se connaître, qu'il y ait de la complicité qui s'installe. Si on change le 11 à chaque match, les joueurs ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble et derrière, je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Après, ouais, comme tu l'as dit, Arteta, voilà, il a dit, si on veut être un top joueur ou faire même les grands joueurs, voilà, ils font 50, 60, 70 matchs par saison. Donc, c'est là aussi où voilà, on attend nos joueurs de pouvoir enchaîner les matchs sur un calendrier là qu'on a actuellement. Après, au niveau de la rotation, si on parle spécifiquement du cas de Saka, on peut voir quand même que sur les matchs d'Europa League, il a un peu moins joué qu'en Première Ligue. Sur les matchs contre Bodo Glimt, le premier, il était remplaçant. Euh, et contre le PSV, là, jeudi, il était remplaçant aussi. Donc, donc je pense que Arteta, sur la rotation avec la première ligne, il l'a fait plutôt bien. Voilà, on a la chance d'être toujours premier du groupe et être maître du destin. Il faut juste un résultat là, jeudi prochain contre Zurich pour être assuré d'être à la première place. Et voilà, Zurich, c'est pas non plus l'équipe la plus dangereuse. Donc je pense qu'on peut continuer à faire un peu tourner. Moi, la seule chose que sur le coaching d'Arteta, c'est ouais, c'est sur les matchs où voilà, il y a un score qui est assez important à la 60-70e. Voilà, de faire ces changements peut-être un peu plus tôt dans le match, que le résultat est assuré, de faire reposer certains cadres et donner de la chance. Après, sur le match de Saka, voilà, comme Thomas l'a dit, ça reste un joueur qui va percuter, donc qui prend des coups. Là, hier, il a pris quand même apparemment des coups sur la cheville et sur le pied, c'est pour ça qu'il est sorti. Ouais, ouais. Et je pense que Hmm. c'est pas forcément voilà, une blessure musculaire comme on peut voir sur des joueurs qui vont être arrêtés longtemps, mais juste des coups. Voilà, donc juste le temps de se soigner l'hématome ou la petite entorse qu'il y a, et après il revient sur le terrain. Il n'y a pas non plus, si c'est une blessure musculaire, beaucoup de retravail, de réathlétisation des muscles pour reprendre. Et là, si c'est juste un coup, une entorse, peut-être qu'il manque un match, mais le suivant, il peut
il peut rejouer et performer de suite et direct sans avoir, on va dire, de peur de se reblesser par la suite. Ouais, c'est vrai que tu parles de ça, c'est vrai qu'après Saka a une position et un rôle sur le terrain qui fait qu'il est sujet au contact et donc c'est quelque part logique que de temps en temps ben, il soit obligé de sortir parce que des coups, je pense que c'est le joueur qui se prend le plus de coups depuis le début de saison. Je pense Ouais, que si on fait une compile, ça doit être impressionnant le nombre de coups qu'il se prend. c'est clair. Donc je pense qu'au final, c'est pas cette blessure, elle est pas surprenante quoi. Ça arrive pour tous les ailiers. Je pense à Neymar. Si. Neymar dans sa position aussi, il se prend des coups sans arrêt. Enfin tous ces ailiers là qui provoquent, etc. Je pense ils peuvent pas y échapper à un moment donné de la saison, même si on les préserve comme on peut. Euh, Ils sont obligés de subir un peu ces contacts-là. Tu disais aussi de faire les changements un petit peu plus tôt. C'est vrai que Arteta hier a fait tous ces changements. C'est là où je voulais en venir avant la 75e minute, ce qui est très très rare. Hmm. J'ai l'impression, je sais pas toi Thomas ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est un petit peu la blessure de Saka il s'est dit bon. Après c'est le score du match aussi qui s'est dit bon allez on va reposer Saliba, on va reposer un tel. Mais il y a eu plein d'événements qui ont fait que Arteta, pour une fois, il s'est dit, allez, je vais faire tous mes changements avant la 75e. Hmm. Euh, Est-ce que toi, c'est une position que tu penses qu'il va refaire ce genre de changement tôt dans le match? Que comme je l'ai dit, c'est très très rare de la part de Mikel Arteta Ouais. de faire ce genre de changement-là avant la 75e. Qu'est-ce que tu as pensé de ce coaching hier? Bah, après, j'ai envie de dire, c'était aussi une forme de coaching facile. À la 60e, on menait 4-0. Chez nous, face à Nottingham Forest, bon, je pense que s'il le faisait pas là, il le faisait jamais. Après, Hmm. je suis d'accord avec toi, je pense que le Saka qui s'arrête, il y a la Coupe du Monde, et je pense qu'il sait aussi que ça joue dans la tête des joueurs qui vont la jouer. Voilà, ils savent qu'il y a des joueurs pour qui ça compte énormément, Saka en fait partie. Donc je pense que oui, ça a mis peut-être un petit peu plus de trucs dans sa tête, parce qu'on a même vu Cédric rejouer. Je ne sais pas qu'on le reverrait en première ligue tout de suite. Mais non, non, on voit vraiment qu'il a fait tourner un maximum. J'ai presque envie de dire, on a l'impression qu'il a fait plus tourner qu'en Europa League pendant ce match. Mais c'est bien. Après, bah, faut aussi tuer les matchs plus tôt, quoi, pour pas se mettre, pour pouvoir faire tourner. Ce que je peux comprendre, tant que ton score est pas vraiment rassurant, quand on est à 1-0, 2-0, je peux comprendre que tu te tâtes à déséquilibrer ton équipe, à faire des changements, voilà, à insécuriser un peu ton groupe. Bah, faut qu'on marque plus tôt, qu'on tue le match plus tôt, et puis ensuite on pourra se permettre plus de choses, quoi. Ouais, on est vraiment là-dessus. Il y a Wieners qui nous a dit un petit peu plus tôt dans le chat, on aura besoin d'un grand Sambi pour la suite, il faudra qu'il réponde présent à un certain moment de la saison. Alors c'est vrai que Sambi, Albin en a parlé dans le live de la semaine dernière, si tu veux aller le revoir, Wieners, Sambi c'est un cas épineux on va dire cette saison, puisque il quémande du temps de jeu, mais Hmm, pour l'instant il prouve pas grand-chose, notre ami Sambi. hmm. Donc c'est un peu pour moi le gros point d'interrogation au niveau turnover. Arturo, tu disais tout à l'heure que tu aurais bien aimé voir également Ben White avec Saliba en défense centrale. Là, sur la fin du match, du coup, on a vu Ben White Gabriel. Toi, au niveau de la paire Chaka Partey, est-ce que tu penses vraiment que Sambi, il a le potentiel de remplacer ces deux joueurs-là, parce qu'on a quand même, on lui a quand même laissé sa chance plusieurs fois. Alors, il est pas mauvais techniquement, on l'a dit plusieurs fois, mais au niveau de l'envie, au niveau de l'engagement, il manque quelque chose. Est-ce que selon toi, ce poste de milieu cet hiver, il faut vraiment rechercher un autre profil pour pouvoir faire ce turnover, pour moi, ce sera crucial dans de janvier à avril-mai d'avoir euh, un,
un milieu capable de remplacer Xhaka ou Partey, parce que je pense pas que Xhaka et Partey va pouvoir, la paire Xhaka Partey va pouvoir faire 100% des matchs d'ici la fin de saison. Pour moi, c'est impossible. Est-ce que selon toi, Sambi, il peut assurer, euh, il peut assurer une partie des matchs, ou est-ce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre cet hiver pour assurer ce rôle? Déjà, ouais, je pense, enfin, Sambi aussi, à chaque fois, c'est soit il remplace Xhaka, soit il remplace Partey. On voit quand même que sur les deux, c'est pour ça aussi, je pense que ça marche bien quand les deux sont alignés, c'est que la paire est vraiment complémentaire. Euh, on peut revenir un peu sur aussi l'évolution de Xhaka ces saisons. Je pense qu'il est complètement meilleur parce qu'il a une position sur les terrains où il est un peu plus libre Hmm. et un peu plus porté vers l'avant parce que voilà, on a un porté derrière qui assure la récupération et c'était son rôle l'année dernière. Et du coup, je pense que Sambi, sur la difficulté qu'il a, c'est soit un coup il remplace Xhaka et du coup, il doit avoir ce comportement un peu plus offensif, soit un coup il remplace Partey et, euh, et du coup, elle doit être un peu plus défensive. Donc, je pense qu'aussi, il peut avoir du mal à se situer dans l'équipe si un match sur deux, son rôle change. Euh, et du coup, oui, je pense qu'il faut recruter, même si on a Elneny qui potentiellement va revenir. Euh, avoir voilà, vraiment un backup pour chacun, un backup pour Partey, que chacun voilà, puisse prendre ses marques à chaque fois sur le terrain quand ils sont appelés pour remplacer cette paire-là. Donc oui, pour moi, c'est indispensable de recruter un milieu CP pour pouvoir faire souffler les deux parce que effectivement, la paire chacun porté ne pourra jamais faire le 100% des matchs jusqu'à la fin de saison. Surtout si on joue voilà, sur l'Europa League et la Première Ligue et qu'on tombe sur des équipes qui ont un niveau assez élevé. Ouais, c'est vrai que vous êtes nombreux à réagir dans le chat par rapport à Sambi. Jazz de 1922 qui nous dit Sambi est quand même le plus limite de l'équipe malheureusement. Plein de bonne volonté mais compliqué honnêtement. Ibrahim qui nous dit Sambi pas trop fan. Winners qui nous dit je pense surtout qu'on n'aura pas le choix car on n'a pas l'air de chercher un million en janvier. Après je suis d'accord avec vous que Sambi a eu sa chance et n'a pas été à la hauteur jusqu'à présent. Thomas, même question que pour Arturo. C'est vrai qu'on est on est un petit peu dans ce dilemme avec Sambi. Il peut pas avoir le même apport que Partey puisque le rôle de 6 n'a pas l'air de lui convenir. Mais Xhaka est tellement indéboulonnable dans son rôle Ouais. de 8 avancé avec son pied gauche qu'on imagine mal en fait Lokonga se substituer à ce rôle-là. Donc on est un petit peu dans cet entre-deux où en fait on sait pas où le mettre, Mm, sachant qu'on va pas non plus le mettre à la place d'Odegaard parce que du coup ça n'a plus rien à voir au niveau du mm, mm. profil. Ouais. On est un petit peu dans cet entre-deux où en fait Sambi, ben, on sait pas quoi en faire. Ouais, bah en fait, je pense que Lokonga il était pas prévu pour remplacer Partey. Ça reste vraiment du bricolage. Je pense que Lokonga il pourrait se plaire plutôt à la place de Xhaka, plus projeté vers l'avant. Après là, Xhaka il a vraiment un rôle spécifique parce qu'il est vraiment très haut. Il bouge, enfin il a quelques appels vraiment en profondeur ou vraiment il joue quasiment comme un ailier gauche par moment ou un deuxième buteur tellement il fait des appels hauts. Il a vraiment une faculté après à être quand même très précis quand il veut. Je sais pas aujourd'hui. Franchement, je me demande même si le Conga il reste encore dans nos plans, si aujourd'hui on le garde pas juste parce qu'on n'a pas le choix. J'ai vraiment l'impression que demain, si le Conga on peut l'envoyer en prêt, on l'envoie en prêt. Il me rappelle un peu Joe Willock, espèce de profil un peu 6, 8, 10, enfin un peu bizarre. Il est pas vraiment un 6, il est pas vraiment un 10. Et en 8, on n'a pas l'impression non plus qu'il performe complètement. On se dit peut-être que c'est le format de l'équipe qui convient pas. Je sais pas, franchement, moi je suis assez dubitatif. Et aujourd'hui, je trouve que mentalement, il est pas dedans. Enfin, je trouve que c'est un des rares joueurs de l'équipe qui est un peu. Qui est là parce qu'il est là. Et on l'avait vu dans l'épisode de All or Nothing là, mais il a pas, on voit bien qu'il a pas le même état d'esprit que d'autres, même qui peuvent galérer un peu plus, comme Hmm. Nketiah, qui a des phases un peu plus compliquées parfois.
On voit qu'il n'a pas le même état d'esprit et Arteta avait fait un point là-dessus en disant que, en gros, les joueurs qu'il recrutait, il peut travailler avec eux sur beaucoup de choses, mais pas sur la mentalité. Et je me demande si c'est pas ça son problème. Ouais, dans le chat me dit Mamsou, faut l'envoyer en prêt à Marseille. Alors, c'est vrai que Notre centre de formation, c'est notre deuxième centre de formation, Marseille. ça peut être une bonne solution, mais bon, je pense qu'il va rester là-bas du coup s'il va avoir là. Donc, là, si Ouais, on a intérêt à le prêter, je pense qu'il faut vendre si on recrute. Ouais. C'est vrai que ouais, si on peut faire une bonne vente, pourquoi ouais, pas. ça va être le gros sujet du mercato hivernal. Bon, on va voir comment ça se profile d'ici là. Donc, on a parlé de Nelson et de Sambi sur le banc des remplaçants. Il y a un sujet aussi, moi, que je voulais aborder, c'est le côté gauche de la défense, enfin, notamment le poste de latéral gauche. Euh, donc, on a une équipe quand même où on a 11 titulaires qui est établi, qui est bien en place. Mais il n'y a que ce poste de latéral gauche qui change. On en a déjà parlé dans les premières émissions. C'est ce poste de latéral gauche qui change un petit peu au fur et à mesure des matchs. On a vu Zinchenko en première partie sur les premiers matchs. Ensuite, on a vu Tierney quand Zinchenko s'est blessé. Et ensuite, on a eu l'apparition de Tomiyasu depuis le match de Liverpool, où Arteta voulait mettre, tactiquement, il voulait mettre un droitier pour défendre sur Mo Salah. Mais finalement, Tomiyasu est toujours là. Hmm. Tomiyasu qui fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi, Arturo, ça te gêne pas un petit peu ce manque de clarté et de vision sur le poste de latéral gauche pour les prochains matchs, sachant que Zinchenko, on a de suite vu ce qu'il pouvait apporter sur les premiers matchs, mais au final, du coup, on a totalement dû un petit peu pas changer nos plans, puisqu'au final, on se rend compte que Tierney, quand il était à cette position-là, il était un petit peu aussi plus positionné dans l'axe. Donc ça ne changeait pas forcément la formation ni le plan de jeu d'Arteta. Mais est-ce que toi, ça te gêne pas un peu d'avoir ce choix entre soit Tomiyasu, soit Tierney, Zinchenko, on sait toujours pas s'il a vraiment repris l'entraînement collectif, on sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Arteta, il est très évasif à chaque fois qu'on aborde le sujet en conférence de presse. Toi, c'est quoi un petit peu ton ressentiment par rapport au poste de latéral gauche? Du coup, je pense que Zinchenko, c'est notre latéral gauche titulaire. Malheureusement, là, il est blessé. Oui, moi, je me pose quand même des questions sur pourquoi Tierney n'est pas titulaire autant qu'avant. Voilà, même si Tomiyasu a fait des bonnes performances, euh, Oui. je pense que voilà, Tierney est quand même un latéral gauche qui nous permet d'avoir ce juste milieu entre l'attaque et la défense. Alors que voilà, on sent quand même que Tomiyasu, quand il est sur ce côté gauche, il a du mal à monter et attaquer comme il faisait potentiellement sur le côté droit. Euh, je pense aussi que la liaison entre Martinelli et Tierney se faisait beaucoup mieux sur des matchs qu'on a pu voir l'année dernière que là, vu que Massiou vient d'arriver sur le poste, il n'y a pas cette complémentarité avec les deux. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne montent pas assez Tomiyasu. Mais oui, moi je me pose réellement la question sur Tierney. Est-ce que c'est un manque de niveau que Arteta voit à l'entraînement ou s'il n'y a pas autre chose derrière? Ouais, Thomas, même question. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce poste de latéral gauche, un petit peu dubitatif sur soit Tierney, soit Tomiyasu. Hmm. Qu'en est-il de Zinchenko? On sent que il avait quand même des plans très très précis sur Zinchenko, sur le fait de le faire jouer quasiment au milieu, enfin de rentrer vraiment dans le demi-espace, se coller à Thomas Partey, faire quasiment deuxième 6, etc. Et que Tierney il peut pas clairement jouer ce rôle-là. Techniquement, il est trop juste et on voit qu'il est quand même calibré pour rester dans son couloir et dévaler, dévaler son côté à pleine balle.
Donc voilà, après ça lui offre plusieurs possibilités, mais on voit aussi que Tomiyasu il est bon partout, défensivement, offensivement par contre je le trouve un peu encore tendre, encore peu offensif, mais on a quand même trois profils assez différents, ça offre des choses différentes, après il faut arriver à se gérer avec Tierney, parce que Tierney déjà passé deuxième, c'est pas forcément évident pour lui, mais là passé troisième, j'ai peur que cet hiver, si ça change pas, qu'il commence à appeler son agent pour dire bon bah où est-ce que je vais l'été prochain quoi, parce que lui c'est un gars qui est là pour jouer quoi. Je pense qu'il aura pas le temps non plus et il faudra que Arteta soit clair aussi avec lui. Ouais, on va suivre de près la situation de Tierney, des trois d'ailleurs, des trois, Tomiyasu, Zinchenko et Tierney. On va suivre un petit peu l'évolution des trois et on va voir un petit peu comment ça se dégoupille au retour de Zinchenko. Le temps passe, messieurs. On parle, mais c'est Ouais. vrai que on n'a pas encore abordé la quatrième partie, l'Europa League. On va juste jeter un petit coup d'œil au classement de Première Ligue. 50 minutes et j'ai quand même pas dit une seule fois qu'on était top of the league. C'est quand Shame même on you, shame encore on une you. fois. La dernière fois, j'ai carrément oublié de le dire pendant toute l'émission, mais au cas où vous avez oublié, messieurs, dames, Arsenal est repassé devant Manchester City donc suite à cette victoire 5-0. Toujours 2 points d'avance. Newcastle surprenant quatrième, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais Ouais, euh, c'est clair. dangereux. Tottenham 26 points, voilà. Donc toujours Manchester City qui va pas le lâcher, qui va pas lâcher. Bon, ça on le sait Mm, très bien. Mais prochain match, donc week-end prochain face à Chelsea, hein, si je me trompe pas. mm, C'est ça, ouais. Donc gros match. Là ouais, aussi, il va falloir. Je pense que vont avoir envie. oui. Voilà, 10 points, Donc, hein, 10 points d'avance sur eux, hein. 10 points d'avance sur eux, C'est fou quand même, hein, de se ce qui est dire. fou. Ouais. Quand on prend Liverpool aussi, on a quasiment le double de points de Liverpool. Ah non, mais c'est incroyable. Ça aussi, c'est assez fou. J'avais dit ça au début Donc, de saison. J'aurais jamais cru qu'on avait autant d'avance sur Liverpool. C'est clair. C'est clair. C'est. ouais, assez fou ce qu'on vit. Moi, perso, j'en reviens toujours pas, mais bon, on va quand même calmer les ardeurs parce que on va quand même parler un petit peu des choses qui fâchent. On a perdu 2-0 face au PSV jeudi soir en Europa League. Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de regarder le match puisque les horaires 19h, 18h45 un jeudi, moi, ça m'exaspère un peu. Ouais. J'ai pas forcément le temps de rentrer à temps à la maison pour voir le match. Mais toi, Thomas, je sais que tu as vu le match. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Du résumé que j'ai vu, enfin des quelques actions que j'ai pu voir, j'ai vu que c'était pas du tout la même intensité que hier soir, ni la même envie. Toi qui as vu le match, qu'est-ce que tu en as pensé? Et est-ce que tu peux qu'est-ce qui t'a marqué, jeudi soir? Bah, ce qui m'a marqué, c'est un peu ce qui me marque à chaque fois que je regarde nos matchs de Première Ligue, d'Europa League, pardon. C'est le côté, on a l'impression que c'est presque une autre équipe qui joue, quoi. C'est beaucoup plus poussif dans l'animation offensive. On a du mal à se créer des occasions. On a vraiment besoin à chaque fois d'exploits un peu personnels. La dernière fois c'était Chaka, on avait eu Marquinhos, on avait eu voilà, mais tu sens que c'est beaucoup plus poussif, même si certains commencent à prendre leur marque. Fabio Vieira commence à bien s'installer, Rob Holding, bon il a ses bons et ses moins bons réflexes, on va dire. Euh, mais en face, clairement, c'était pas du tout la même équipe, hein. Faut aussi se dire qu'il y avait un gros niveau en face. Un Xavi Simons là qui était incroyable, vraiment très impressionnant. Cody Gakpo, bah, toujours lui, toujours aussi bon. Et puis l'entrée de Luke De Jong qui nous a fait très mal. Son jeu de tête a été vraiment, même son jeu en pivot était très très bon. Il nous a mis beaucoup plus en difficulté. Et vraiment, ça donnait l'impression que, je sais pas, on n'avait jamais passé la seconde en Europa League et que ça y est, on rencontrait une équipe qui nous mettait en difficulté et qu'on a mis du temps vraiment à
rentrer dans le match, et progressivement on a vu Arteta aussi faire ses changements et se rendre compte que bah, ça y est, Arsenal reprenait du poil de la bête, s'énervait un peu plus et voilà, commençait à devenir plus dangereux, mais c'était trop tard. Et puis clairement, en face, ils n'étaient pas prêts à lâcher. Le public derrière eux, Sangaré au milieu de terrain qui fait un match incroyable parce qu'il a quasiment bouffé Chaka et partait sur la deuxième mi-temps à lui tout seul. Moi, il m'a vraiment impressionné. Franchement, il y a 2-3 joueurs, à mon avis, qui vont pas rester longtemps au PSV parce qu'ils ont vraiment le niveau. Et je pense qu'on a été vraiment trop suffisant sur ce match et on s'est trop dit c'est bon, on est premier, on est tranquille, on va pas forcer. Je me demande si c'est pas même une consigne d'Arteta de pas forcément aller se battre trop pour cette première place ou en tout cas peut-être pas tout donner. Je sais pas, je me pose la question là-dessus parce que on n'a pas trop senti l'envie, on a plus été à réaction quoi. Ouais, il y a Jazz de 1922 qui nous dit: J'ai vu le match et c'était l'ancien Arsenal, vraiment pathétique. On a l'impression qu'il pensait jouer contre le Real. Viners qui nous dit: Gakpo, lui, il faut qu'on le recrute, quel super joueur. Ouais, il sera hors Et, de prix, hein. À mon avis, il est déjà hors de euh, prix. on en avait parlé il y a 2 semaines avec notre invité football hollandais qui nous disait: Ouais, Hmm. Gakpo et Simon, c'était vraiment offensivement des joueurs qui sortaient du lot. Donc, Et c'est puis sûr que ils ont du talent. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que le seul, on va dire, le seul gros match, parce qu'il y avait quand même le match à domicile à l'Emirates contre le PSV qui était un gros match, mais le seul gros match, gros déplacement à l'extérieur, on le perd un peu de cette manière-là. Je trouve ça un petit peu décevant moi de l'équipe. Après, moi, j'ai pas pu regarder le match. On va regarder le classement du groupe d'Europa League. On est toujours premier, hein. Il y a pas non plus d'inquiétude immense à avoir. Surtout top que of si on the gagne group, on est top of the group. le groupe de groupe, si on gagne contre Zurich, il y a pas de raison, on sera premier du groupe. Et toi, Arturo, est-ce que ça t'a pas un petit peu chiffonné que les joueurs ils aient pas assuré directement c'est la première place du groupe? Comme ça, on fait tout tourner face à Zurich, on n'en parle plus, on est qualifié premier. Là, on se dit, bah, allez, s'ils perdent, si il y a un miracle ou ils perdent contre Zurich et PSV gagne, et ben on se retrouve deuxième et on repasse des 16e finales face à des gros qui vont arriver de Champions League où ça va pas être une partie de rigolade. Toi, est-ce que ça t'a un petit peu énervé qu'on perde de cette manière-là, de 0 chez le PSV? Bah, après, oui, de toute façon, une défaite, c'est toujours rageant. Surtout, voilà, vu le début de saison, bah, on s'attend maintenant à ce qu'on gagne tous les matchs et qu'on puisse voilà, enchaîner. Après, je pense pas qu'il y ait une réelle inquiétude. Voilà, on avait quand même une équipe bah, à moitié bis avec pas mal de remplaçants. Bon, ce côté-là, ce qui est le plus alarmant, ce côté-là, c'est les remplaçants qui n'ont pas réussi on va dire, à step up et à se montrer dans un gros match. Mais voilà, après, on était large sur le groupe. Il nous reste un match à domicile contre Zurich qui est Hmm. largement à notre portée où voilà, je pense que si on fait pas d'énormes bêtises, bah, on assure facilement la victoire. Et le seul point, oui, qui peut être discuté, c'est que si on avait fait le taf contre le PSG, on aurait pu reposer clairement tout le monde sur le match de Zurich. Euh, et que c'était voilà, un match pour les remplaçants qui pouvaient jouer, avoir du temps de jeu et pas forcément mettre quelques titulaires et qui permettait de les reposer pour Chelsea. Il y a Viners qui nous dit sur le chat, ça pourra pas gagner tous les matchs toute la saison, les gars. Ça fait du bien de redescendre un peu sur terre de temps en temps. En fait, moi, bien sûr, on peut pas gagner tous les matchs sur une saison. Mais moi, en fait, je suis pas totalement d'accord avec ça, puisque sur ce match face au PSG, quand même, je trouve que c'était important selon moi, de vraiment assurer notre domination du début de saison. Et là, je trouve que ça fait un petit peu un coup d'arrêt où, dans la tête des joueurs, tu te dis quand même, euh,
face à une opposition en Coupe d'Europe, eh ben, on n'a pas réussi à marquer un but face à cette équipe-là. Moi, je trouve que c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que ça peut pas nous porter, on va pas dire foutre la merde dans la tête des joueurs, mais toi, Thomas, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai, moi, moi, ça me gêne un petit peu quand même cette défaite. Et je sais pas si ça va pas mettre un petit coup quand même aux joueurs pour la suite de la compétition en fait. Alors, moi, je te rejoins en partie. Je pense que ça peut un peu déséquilibrer pour moi, les remplaçants, les joueurs qui ont été titulaires et qui ont été, comment dire, qui ont repris vraiment le flambeau pendant l'Europa League. Euh, je pense que ça a été une difficulté ça pourrait être une difficulté pour eux parce qu'ils se disent quelque part, on n'a pas assuré. On n'a pas assuré le match, on n'a pas assuré la victoire contre eux et bah, c'était compliqué. Alors que les titulaires qui ont battu Liverpool, qui ont battu Tottenham, qui ont battu voilà, qui sont premiers de la première ligue, etc. Je pense que eux leur sérénité elle n'est pas forcément remise en question. Mais en Europa, oui, je pense que c'est les Fabio Vieira, les Marquinhos, les Rob Holding et tout ça, je pense que pour eux, ça doit peut-être un peu plus les tourmenter et même Arteta de se reposer des questions sur bon, est-ce que vraiment ils ont le niveau pour être remplaçants à ce niveau-là, quoi. Euh, donc il y a Mamsou qui nous dit vu les adversaires qui sont descendus en C3, vous pensez qu'on peut aller au bout, sachant que le championnat sera normalement prioritaire. Et Rosiski qui répond je ne sais pas si le championnat sera prioritaire, mais il va falloir choisir vite. Avec le banc qu'on a, soit on joue à fond le tableau de la PL, soit on se concentre sur l'Europa pour la gagner. Alors ça c'est vrai que c'est un gros débat Ouais, parmi les supporters depuis le début de saison. c'est clair. Est-ce qu'on joue l'Europa à fond ou est-ce qu'on joue la Première Ligue à fond? C'est et est-ce qu'on peut faire les deux aussi? Ça c'est aussi un débat. Toi Ouais. Arturo, je sais pas ce que tu en penses. Moi personnellement, je pense qu'on peut jouer les deux à fond. Je sais que il n'y a pas, on partage pas tous cet avis et c'est normal d'ailleurs. Mais toi, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que selon toi, il faudrait prioriser la Première Ligue où on est très bien parti et on a une chance, on a vraiment une chance par les champions, c'est beaucoup trop tôt, mais on a une chance vraiment de revenir en Champions League et même d'accrocher une deuxième place. Ou est-ce que selon toi, on assure déjà la montée en Champions League avec l'Europa League, ça fait un titre pour Arteta, tout le monde est content, ou alors on joue les deux, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, je pense qu'avec l'équipe actuelle qu'on a, même si on a cette volonté de jouer sur les deux tableaux, ça va être compliqué si on tombe sur des grosses équipes en Europa League. Euh, Après, clairement, je pense que bah, vu comment on est parti, c'est dans un sens plus simple de sécuriser une place en première ligue en Ligue des Champions via la première ligue. Parce que ouais, sur la Ligue Europa, bah, faut aller jusqu'en finale et gagner la finale. Mm. Même si on sait, voilà, la finale c'est un match, on sait jamais ce qui peut se passer. On a bien vu sur les dernières finales où même si c'était des équipes bah, qui étaient favorites, bah, c'est pas eux qui remportaient la finale et du coup qui n'avaient pas la place en Ligue des Champions. Donc je pense que l'Europa League est quand même beaucoup plus compliqué pour aller chercher cette place en Ligue des Champions que le championnat vu comment on est parti en Mm. championnat. Après, ça va tout dépendre aussi bah, voilà, du tirage qu'on aura pendant la Ligue Europa et des potentiels reculs qu'on peut avoir aussi en janvier. Ouais, Thomas, même question. Est-ce que tu penses que tu penses comme Arturo qu'il faut prioriser le championnat car ça va être beaucoup plus facile d'accéder à la Champions League vu notre début de saison? Oui, moi franchement, je le rejoins là-dessus. Si on veut retrouver l'ambition des plus belles années d'Arsenal, c'est pas l'Europa League, même si cette année on repart avec l'Europa League, certes on sera content, mais ce sera pas finalement notre objectif à long terme. Je pense aussi qu'Edu et Arteta, ils ont un plan depuis certaines années,
depuis quelques années, pardon, et c'est de nous retrouver en Champions League, c'est retrouver les premiers rôles au niveau européen. L'Europa League, si on la gagne pas, si on finit en demi-finale, c'est pas grave, on s'en remettra. Et si on la gagne, ce sera pas non plus le souvenir du club. Voilà, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être un peu osé, mais j'ai presque envie de dire, vaut mieux qu'on reparte avec une FA Cup et une deuxième place, et voilà, plutôt qu'une Europa et se mettre plus en difficulté sur l'Europa avec des matchs plus compliqués. Je sais pas, je me pose la question, mais c'est pas là-dessus qu'on va nous juger finalement. Ce sera d'autant plus fort si, allez, rêvons un peu, on accroche un titre de Première Ligue, ce serait incroyable, plutôt qu'on revienne avec une Europa League voilà, je veux dire, quitte à la jouer comme on la joue aujourd'hui, bah autant y aller à fond. On n'est pas à Liverpool, on n'est pas à Manchester City, on n'est même pas, j'ai envie de dire, du United s'il s'énerve un peu. On n'a pas ce banc-là aujourd'hui. Donc de toute façon, on ne pourra pas être partout. Apparemment, le choix, c'est vraiment quand même de rester sur la première ligue. Bah, l'Europa, on fera ce qu'on peut. Si on a des renforts cet hiver, on peut peut-être aller plus loin. Mais là, quand tu vois le Barça, quand tu vois la Juve, quand tu vois des gros gros qui arrivent là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, ils ont le même dilemme que nous, hein. Barcelone, la Juve, ils ont le même dilemme que nous dans leur championnat. Ils sont pas trop loin de la première place, ils peuvent la jouer. Ils ont le même dilemme que nous, donc à voir. Après, Juventus, pas trop loin de la première place. Franchement, Voilà, ils sont normalement, c'est vrai. Normalement, ils sont armés pour le faire. Normalement, ils sont armés pour le faire, et je veux dire, c'est un club qui prétend à être champion. C'est ça que je veux dire. ouais, ouais. Normalement, en tout cas, qu'il a été longtemps. Là, ils font un peu n'importe quoi, mais j'ai envie de dire que normalement, c'est comme Liverpool chez nous. C'est un champion qui est à la dérive, un ancien champion qui est à la dérive totale. Mais il a cette ambition-là, et ça reste quand même que le début de saison. Je dirais que la Serie A, elle est plus ouverte quand même que la Première Ligue. Euh, donc voilà, on verra bien si Naples tient le rythme chez eux. À voir. Il y a Vigners qui me dit le Barça actuel, on le tape. Ouais. J'aimerais être aussi confiant. On va pas se projeter déjà. On va d'abord assurer ce qui nous reste d'ici la Coupe du Monde et ensuite on verra pour la deuxième partie de saison. Euh, Vigners qui me dit un club comme Arsenal ne doit pas choisir et tout jouer. Voilà, ça c'est les belles paroles belles paroles pleines de positif, Ouais. pleines de positivité et on espère vraiment que Arsenal puisse De- tout jouer à fond, mais ça on n'en est pas encore là. ouais. On a dépassé un petit peu 1 heure, messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. Donc prochain match jeudi face à Zurich, on va clôturer cette phase de groupe d'Europa League. Je pense sans trop de surprise, on finira premier, hein. Il y a pas de là, je pense que Ouais. il va Il pas y faut. avoir de souci. Il faut. Et premier match pardon, pas premier, prochain match contre Chelsea. Donc je regarde si c'est samedi ou dimanche, je ne C'est sais plus dimanche, exactement. dimanche 14h. C'est dimanche 14h. Ah Gros oui, match. midi 55. Bon. Midi 55. Ah non, 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 14h. 13h. 13h. Parce qu'on a changé l'heure. Ah. Eh oui, attends. Ça me passait l'heure d'hiver. Un vrai horaire british. Je pense qu'on va s'amuser dimanche. On va vivre une grande après-midi de Première Ligue encore, on espère. Ouais. Merci les gars de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci à Euh, toi. Merci à toi. Ouais. Merci à tout le monde sur le chat aussi. merci C'était à, cool. merci à tout le monde pour le chat. Vous avez été super, super actifs ce soir, c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas qui si ce sera moi ou Albin, mais on sera là comme d'habitude. Passez une bonne semaine les gars et come on you Gunners. Yes. Bonne semaine à tous. Ciao. Bonne semaine. Ciao. Salut.